famille Griotte, nous mettons au centre de notre chronique aujourd'hui le code vestimentaire de l'ESTIC, l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, parce que désormais il y est interdit le port des faux cils, des faux ongles. Certains ont parlé des cheveux des autres, mais des coiffures extravagantes. Et donc, ce n'est pas la première école supérieure qui donne ces interdictions, ces proscriptions. Il y a également quelques jours, l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé prenait des mesures similaires. Alors, pour les garçons, quand même, tout de même, il est interdit le port des jeans, des culottes courtes, etc. Mais revenons au cas des femmes qui n'ont pas le droit de porter des jupes courtes, des vêtements trop serrés. Et pour analyser cette situation, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas être les seuls à en parler. Prenons vos avis. Après la publication sur notre page Facebook de cette information, nous avons eu de nombreux commentaires. Nous allons en lire quelques-uns. Monsieur Bondodier qui dit « Bonne décision, il faut rester naturel et concentré sur ses études ». Et puis, il y a Monsieur Ndia Menkap qui dit « Merci mon frère ». Je suppose que son frère, c'est le directeur de l'ESTIC, le professeur François-Marc Modzom. Il y a Lille qui dit, c'est ça qui étudie. Est-ce que ça étudie en fait? Et il y a Christophe Mambou qui dit, ça a déjà commencé, ne parlons pas pour parler. Connaissez-vous le rôle de chacune de ces choses? Exemple, les fossiles, charme et attirance. À vous de continuer. Est-ce que c'est pas un peu exagéré? Et donc, il y a de nombreuses interventions qui estiment que la décision est prise pas dans le bon sens du terme, d'autres qui pensent qu'effectivement il fallait que cela arrive, il en était temps. Et pour analyser cette situation et la mode actuelle, nous sommes allés à la rencontre de Philémon Moubeke, chercheur en histoire, qui nous fait sa lecture de cette situation. Bonsoir. Alors, réflexe de penser que la perruque et autres, c'est-à-dire faux cils, faux ongles, faux tout ce qu'on veut, sont des éléments de beauté des Africains. Qu'est-ce que vous en dites? Disons que c'est une problématique globale. Il faut insérer ça dans la déconstruction du modèle africain, c'est-à-dire non seulement de la femme, des modèles de conception même de la beauté féminine en Afrique, mais du système de référence global africain qui a été disqualifié par le modèle colonial, n'est-ce pas? Et du fait de cette disqualification de notre modèle de société, les gens pensent que être africain, c'est être archaïque, c'est être en retard, c'est être sous-développé, c'est ne pas être à la mode. Il faut donc un renoncement à ce modèle pour accéder à la civilisation. Donc on renonce, l'histoire des cheveux n'est qu'un pan. On renonce à sa peau, on se décape la peau, on renonce à sa langue, on trouve que parler sa langue c'est archaïque, on parle français, on parle l'anglais, on renonce à ses schèmes de croyance, sa spiritualité, on pense que non, c'est la sorcellerie. Dans le rapport avec l'absolu, on nous met un blanc, soit c'est Mohamed, soit c'est Jésus-Christ. Et vous comprenez donc que dans ce système de déconstruction globale du modèle africain, la femme africaine a aussi subi l'influence de l'extérieur. Elle prend donc désormais pour modèle la femme étrangère, la femme américaine, la femme française, la femme allemande, la blonde. D'où le recours aux cheveux artificiels pour rehausser son niveau d'humanité. En fait, c'est de ça qu'il est question, de manière simple. Alors, au-delà des femmes qui portent ces faux ongles, ces faux cils et ces cheveux extravagants, parce qu'à l'école de Polytechnique, on a parlé des cheveux violets et autres couleurs extravagantes, est-ce que les hommes ne sont pas sur le banc des accusés? Tout simplement. Je vous ai dit que le modèle local a été disqualifié. Ça ne concerne pas seulement les femmes, hein, même les hommes. Rares sont les hommes africains qui voient une femme africaine naturelle et trouvent qu'elle est belle. On m'a dit qu'elle ne s'entretient pas, elle est sale. Elle est sale pourquoi? Peut-être parce qu'elle est bien noire et elle ne se décape pas. On trouve que non, elle ne met pas les huiles, donc elle est sale.
Bon, si elle n'a pas la greffe sur la tête, on va dire qu'elle n'a même pas les moyens de s'entretenir. Elle vient passer peut-être à la télé, elle a les nattes. On trouve que ça fait archaïque. C'est aussi le regard que l'homme porte sur la femme qui amène la femme à adopter ce comportement. Mais je vous ai dit que le problème vient de la domination que l'Afrique a subie à travers d'abord le système de la plantation, l'esclavage, puis le système de la colonisation. Ces deux systèmes ont détruit le référentiel culturel africain. Pas parce qu'il était mauvais, parce qu'ils voulaient attirer l'Africain dans le référentiel européen, dans le modèle européen. Ils ont donc disqualifié le référentiel culturel africain. L'homme africain se sent désormais, incivilisé, si vous permettez le concept, lorsqu'il reste dans le modèle africain. Renoncer au modèle africain pour accéder au modèle européen, c'est faire preuve de civilisation. C'est ce que la femme africaine fait. Elle se décape la peau, elle emprunte les cheveux des blondes pour porter, pour se sentir belle. En réalité, c'est de ça qu'il est question. Elle pense être naturellement africaine, elle ne sera pas assez belle, elle ne sera pas assez jolie. Et le regard que l'homme va porter sur lui sera un regard de moindre importance. Et ça fait aussi partie du complexe d'infériorité et des réflexes de subordination que nous a légué la colonisation. C'est pour ça qu'il est important de décoloniser nos institutions, nos systèmes de référence, nos manières de penser, nos manières de nous vêtir même, du moins notre rapport au monde et notre rapport à nous-mêmes. Nous devons redevenir notre propre sang. Il faut donc décoloniser. Dans le grand ensemble, selon vous, il faut décoloniser les pensées, mais aussi repenser le système éducatif. On peut dire, il ne faut pas être fataliste en même temps, que ici et là, on observe des bribes de commencement, si vous voulez, un peu de décolonisation. C'est-à-dire le mouvement est entamé. Mais sauf que ce mouvement qui est entamé est beaucoup plus porté par les acteurs privés, les individus, n'est-ce pas? Notamment dans le courant du panafricanisme, le mouvement du panafricanisme révolutionnaire, avec des gens comme Kémy Séba, Nathalie Yams et bien d'autres. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et aussi avec un courant qui paraît un peu extrémiste, le courant kémite, qui se veut un peu réactionnaire face à 6 siècles de domination et qui veut imposer une rupture brutale. Mais il y a aussi des institutions, notamment à l'instar de la Fondation Africa Béni, qui veulent réarticuler cette mutation, alors ce décentrement qu'on a vécu hier. Nous sommes passés du modèle africain au modèle occidental pour revenir au modèle africain en tant qu'Africain. Mais il faut dire une chose, les privés peuvent faire leur part, mais il faut que les pouvoirs publics se saisissent de la question. On peut déjà se féliciter du fait que dans nos écoles, on enseigne déjà les langues qu'on appelle langues maternelles, mais en réalité ce sont nos langues, n'est-ce pas? Ça devait être des langues officielles si on était dans un pays normal. Tout simplement parce que nous sommes d'abord africains, vous et moi nous sommes camerounais, nous sommes bantous, et nos langues c'est les langues bantous. Notre langue c'est pas le français que nous sommes en train de parler. Ça c'est la décolonisation de la langue. Il y a aussi la décolonisation des systèmes de croyances, à travers la décolonisation de l'Église héritée de la colonisation, cette Église qui nous a disqualifiés en tant qu'Africains. D'où le mouvement entamé d'inculturation sous la férule des auteurs comme Angèle Benvin, Jean-Marc Ella, etc. Mais au niveau global, au niveau de l'État, cette décolonisation devait passer par la décolonisation du système éducatif à tous les niveaux, en insérant dans les curricula ce qui est africain. Je prends par exemple un exemple simple. Lorsque nous allons à l'école, lorsqu'on étudie la philosophie, on n'étudie pas la philosophie bantou, alors que nous sommes des bantous. Lorsque nous étudions la littérature, nous n'étudions pas la littérature bantou, alors que nous sommes bantous. Lorsque nous étudions l'histoire, est-ce qu'on étudie l'histoire des Bantous, le peuplement des Bantous, les migrations Bantous, l'origine des peuples Bantous? C'est pas ce qu'on étudie. On étudie la décadence de l'Empire turc ottoman, le Japon de l'ère Meiji, la Révolution française, la pénétration européenne en Afrique. Mais ça, c'est pas notre histoire. L'homme vient en Afrique depuis plus de 300 000 ans. Étudier l'histoire, c'est étudier l'histoire des Bantous, parce que nous sommes d'abord des Bantous. Il faut donc décoloniser à l'échelle globale. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nos États même ne sont pas là. L'indépendance politique a été tronquée. Et c'est ça qui se poursuit, parce que les nationalistes qui étaient censés porter la révolution et conduire la nation aux indépendances ont été combattus. Et on a pris le pouvoir, on a donné à ceux qui ne voulaient pas d'indépendance et qui voulaient rester liés à la métropole. Il faut donc maintenant que ceux-là
puisqu'ils sont en train de partir, la nouvelle génération qui va arriver aux affaires parachève l'indépendance politique, parachève la réforme du système éducatif pour décoloniser, que le prélat et les ministres du culte parachèvent l'indépendance de l'Église. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous devez savoir que l'Église est au service des empires et des États, et c'est l'État qui donne le modèle à suivre. Il n'y a pas d'Église universelle, parce que même Dieu est une réalité culturelle. Si Dieu était universel, c'est que les Douala l'appellent Dieu, Dieu. Ils n'appelleraient pas Nyambé. Les Bafia appelleraient Dieu, ils n'appelleraient pas Moubel. Je ne sais pas si vous comprenez. Les Français appellent Dieu, les Anglais God, les Douala Nyambé. C'est la preuve qu'il est une réalité culturelle et non une réalité universelle comme nous a vendu la colonisation. Et pourquoi la colonisation nous a vendu cette image-là? Tout simplement parce que lorsque vous avez la même spiritualité qu'un peuple, vous allez dominer ce peuple. Mais si vous n'avez pas la même spiritualité, vous ne pouvez pas dominer ce peuple-là, parce que la spiritualité est le ciment sur lequel est assis un peuple. En gros, c'est ce que je peux dire. Merci à vous, Philémon Mbeke, pour votre analyse de cette situation. Donc, en résumé, nous singeons les autres. Et donc, la colonisation est venue avec son lot de façon de faire, de façon de penser. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut ressembler aux autres. Et nous avons voulu prendre l'avis d'un médecin, un neurologue pour être plus précis, s'agissant du port des perruques. Hein, on fait une petite transition sans en faire une précisément. Et donc le port de perruque, Dr Boum Guy Patrice, que dites-vous justement du port régulier? Parce qu'il y en a qui ne se séparent jamais de leur perruque. Ah, jamais, c'est peut-être un peu exagéré, mais qui portent leur perruque toute la journée, ne l'enlèvent que le soir et reportent le lendemain. D'ailleurs, il y a un enfant dans une école qui a dit à ses parents, ma mère a deux têtes. Alors que pensez-vous de ces femmes qui portent la perruque à longueur de journée? Oui, alors, trouver une relation de causalité entre le chapeau, donc la perruque que les dames portent, et puis la maladie de nerfs, n'est pas chose facile. Néanmoins, il faudrait comprendre une chose. Toutefois que vous avez une charge sur la tête, vous augmentez justement la charge, cette charge aux cheveux que vous portez déjà sur la tête. Et les perruques ont quelque chose de particulier, c'est qu'elles sont formées d'une ceinture en fronde qui serre donc justement le cuir chevelu. Et cette ceinture en fronde crée une diminution de la circulation sanguine, du scalp, donc du cuir chevelu, et ce qui va donc automatiquement entraîner un désordre au niveau de la sensibilité des nerfs périphériques. Donc le fait que les nerfs qui sont à fleur de peau au niveau du crâne sont ceinturés par cette perruque, bien évidemment cela va avoir des répercussions au niveau du cerveau par un mal de tête. Et pendant combien de temps est-ce qu'il est indiqué justement de porter sa perruque? Il faut dire ceci, tout peut dépendre de la régularité du port de ces perruques, de la durée que l'on laisse, dont on laisse la perruque sur la tête. Une personne qui portera une perruque pendant une courte durée d'1 à 2 heures par jour ne recevra pas justement les mêmes dommages que quelqu'un qui portera de manière permanente du matin jusqu'au soir, ne l'enlèvera que pour aller dormir. Donc, c'est un peu cela qu'il faudra. Deuxièmement, les perruques ont des poids différents. Donc, lorsque vous avez une perruque, elle a un poids. Et plus vous avez des cheveux sur cette perruque, plus vous avez une charge sur la tête. Et plus la ceinture sera importante afin que cette perruque reste en place sur le crâne. Donc, c'est sûrement cela qui joue un rôle. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que c'est un produit artificiel. C'est un produit artificiel et qui a d'ailleurs une couleur noire, qui attire en plus de cela de la chaleur, hein, n'est-ce pas? Et le produit artificiel garde donc bien plus de chaleur sur le cuir chevelu, bien différemment qu'un cheveu naturel. Et cette chaleur va avoir encore aussi de l'incidence sur votre bien-être. Voilà. Donc, et comme c'est un produit
qui a je sais pas, des fonctions cosmétiques, de beauté éventuellement, on a tendance aussi à s'accoutumer. Donc, dès qu'on s'accoutume à se voir avec une perruque, bien évidemment qu'on va avoir tendance à toujours la mettre parce qu'on a une image de soi par rapport à cette perruque. Terminons avec cette question. Qu'est-ce que vous dites à ces femmes qui ne peuvent plus s'en passer, qui pensent que lorsqu'elles n'ont pas leur perruque, elles perdent leur beauté? Vous voyez, nous vivons dans une époque où justement le naturel est de plus en plus a de plus en plus de problèmes, de difficultés à s'imposer. On fait de faux cils, on fait des faux ongles, on fait des fausses poitrines, on fait des faux cheveux, tout est faux. Alors que, à l'origine, la perruque vient pour compenser un déficit. Pour ceux-là qui ont une chute réelle des cheveux, qui développent une alopécie, on se dit on va faire une couverture cosmétique pour essayer de leur redonner un peu de l'allure de quelqu'un qui a des cheveux normalement. Pour ceux-là qui ont des maladies du cuir chevelu qui entraînent la perte de cheveux, pour ceux-là qui ont des cancers dont la thérapie peut créer donc justement une chute de cheveux, à ceux-là, on apporte une solution cosmétique en leur faisant porter une perruque. Aujourd'hui, cela est détourné de cet essentiel pour passer au pur et simple cosmétique. Donc, celui qui pense que la perruque peut lui apporter une solution à un problème médical réel, bien évidemment que la perruque est la bienvenue. À celles dont il s'agit de beaucoup plus de femmes, qui voient en la perruque plutôt un produit cosmétique de beauté, personnellement, je leur proposerais de la déposer. Parce que vous n'avez rien de plus beau que votre propre chevelure. Et les femmes, dans le discours, disent qu'elles ont les cheveux qui cassent. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que leur propre maman et leur propre grand-mère ont toujours eu les mêmes cheveux et sous le même ciel, avec le même soleil et les mêmes pluies, et n'ont jamais eu ces problèmes. C'est un problème d'entretien. Si vous commencez à bien entretenir vos cheveux pendant votre jeunesse, vous aurez toujours un cheveu solide, prêt à supporter et les tresses et les plis et je ne sais quoi que vous faites avec vos cheveux. Mais si vous habituez votre cheveu à être délabré à travers on appelle ça comment même, des défrisages qui ne tiennent pas compte de la qualité des produits, bien évidemment, qui va devenir frêle, il va devenir fragile, et vous allez commencer à essayer de le couvrir comme si vous étiez en train de le protéger, mais non. Rasez la tête, laissez le cheveu pousser de nouveau, et vous irez mieux. Alors nous refermons ici cette chronique aujourd'hui avec deux experts intéressants, comme vous avez pu le voir. Nous allons nous retrouver très bientôt pour une autre chronique, et donc nous parlions dans le cadre de cette rencontre avec vous via nos différentes plateformes de cette décision de l'interdiction désormais du port des faux cils, des faux ongles dans les grandes écoles, dans le cursus universitaire. Et donc, c'est une décision qui est longuement commentée sur le cyberespace. Merci de nous avoir regardés. Vous pouvez retrouver nos différentes chroniques sur notre chaîne YouTube et sur nos autres plateformes. À très bientôt.